Professeur Auclair Ouellet, elle va faire la présentation aujourd'hui. Elle a obtenu un diplôme de maîtrise en orthophonie de l'Université de Laval à Québec. Et ensuite, elle a fait un doctorat en co-tutelle entre la même université et l'Université de Neuchâtel en Suisse. Au cours de ses études de doctorat, elle s'est concentrée sur la production et la compréhension des mots morphologiquement complexes chez les patients atteints de démence sémantique et les adultes sans déficience cognitive. Professeur Auclair Ouellet a également suivi des études postdoctorales à Hotchkiss Brain Institute de Calgary avec le docteur Uri Monchi, où elle a caractérisé les changements cognitifs et neurologiques longitudinaux associés aux troubles cognitifs légers chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. La recherche, généralement, la recherche de la professeure Auclair Ouellet porte sur l'interaction entre le langage, les autres domaines de la cognition et le profil clinique global dans les troubles acquis du langage d'origine vasculaire et neurodégénérative. Le but de cette recherche est d'identifier des marqueurs langagières qui soient fiables et distinctifs et qui puissent prédire le déclin ou la récupération des fonctions langagières dépendamment de la population. Donc, merci beaucoup encore une fois pour être présent. Donc, on va attendre ta présentation. Parfait. Parfait. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Oui, c'est bon? Parfait. Donc, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, si on imagine, par exemple, que je vous présente une série d'images comme celle que je vous montre présentement à l'écran, puis que je vous demande de les classer en 2 piles. Vous pouvez prendre quelques secondes pour les regarder, pour les analyser un peu. Donc, il est fort probable que vous divisiez les piles de cette façon-là, avec les animaux plutôt sur la droite, puis des actions humaines sur la gauche. Si maintenant, je mets l'attention seulement sur les actions humaines, puis que je vous demande de pointer l'action de marcher, ça risque d'être assez facile pour vous qui avez un système sémantique préservé. Et pour accomplir la tâche, il est probable que vous ayez recherché dans les images des traits sémantiques, soit visuels ou des traits plutôt liés au mouvement. Donc, vous avez probablement cherché une personne qui était debout, qui avait des jambes qui semblaient être en mouvement, une balance des bras, une certaine symétrie dans la position des bras et des jambes, puis au niveau de la vitesse qui ne semblait pas aller nécessairement trop vite. Même chose si je vous demande de faire un peu la même tâche cette fois-ci avec les animaux. Si je vous demande de pointer le chat, bien c'est fort probable que vous allez chercher d'abord des traits plutôt visuels. Donc, vous allez chercher de l'animal qui a une longue queue, qui a des oreilles pointues, qui a des moustaches. Puis, en faisant ça, c'est possible que vous vous mettiez à penser aussi au fait que c'est un animal plus familier, qu'on peut garder à la maison, qui miaule, qui ronronne, etc. Donc, allez chercher un ensemble de traits. Et si jamais, en cas de doute, on n'est pas certain, il y a toutes sortes de ressources qui existent. Donc, après quelques semaines de confinement, on découvre toutes sortes de choses sur Internet. Donc, on peut demander à Internet, est-ce que c'est bien un chat? Et oui, c'est bien le cas. Donc, pour accomplir cette tâche-là, on se sert de notre mémoire ou de notre cognition sémantique. Donc, c'est l'aspect de notre cognition qui renferme les connaissances sur les concepts, les objets et les actions qui nous entourent. Ça nous permet d'identifier, de catégoriser et de comparer des concepts, et c'est un peu la raison pour laquelle certaines personnes préfèrent parler de cognition sémantique plutôt que de mémoire sémantique, parce que l'aspect cognition fait plus dynamique. Donc, ce n'est pas seulement un stockage passif, mais c'est aussi une capacité qui nous permet d'effectuer un ensemble de tâches. Et ça serait un aspect qui jouerait un rôle crucial dans la cognition, justement parce que ça nous permet de donner un sens, une signification aux expériences vécues, et ça jouerait également un rôle central dans le langage. Donc, les modèles de la mémoire sémantique, il y en a des très anciens, donc ils ont commencé à apparaître vers la fin des années 60, les premiers modèles cognitifs. Dès ce moment-là, il y avait déjà l'idée que les concepts étaient organisés en réseau, et que les concepts similaires seraient situés à proximité. Donc,
une espèce de regroupement en fonction de la similarité des concepts. Assez rapidement, il y a des études qui ont été faites auprès de personnes qui avaient différentes lésions cérébrales, donc soit à la suite d'une aphasie ou dans une encéphalite herpétique. Et il y a différentes dissociations qui ont émergé. Donc, par exemple, il y avait des participants, des patients qui avaient des difficultés à nommer les objets ou les entités biologiques. Donc, généralement, on va regrouper dans les objets les animaux, les plantes, les fruits, les légumes, etc. Mais ces patients-là avaient des capacités préservées à nommer d'autres catégories d'objets. Par exemple, les objets manufacturés comme des outils. Ce qui a été proposé pendant un moment, c'était l'existence de différents systèmes sémantiques pour être responsables de ces différentes catégories de concepts. Par contre, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des sous-catégories de concepts pour lesquels il y avait des patrons de performance assez inattendus. Donc, les parties du corps, par exemple, avaient tendance à avoir le même patron que les outils. Donc, si les outils étaient préservés, généralement, les participants avaient aussi une bonne préservation des parties du corps, même si c'est normalement des entités biologiques. Donc, pour accommoder ça de manière plus flexible, la notion de trait sémantique a été plutôt mise de l'avant au lieu d'avoir des systèmes sémantiques séparés. Donc, on peut voir les traits sémantiques comme des propriétés des concepts qui se rattachent à différentes modalités sensorielles et aussi émotionnelles. Donc, ça peut être la couleur, la forme, le goût, le mouvement, la vitesse, la valence émotionnelle. Donc, est-ce que c'est quelque chose de plaisant ou de désagréable? Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y a certaines propriétés ou certains traits qui sont plus importants pour définir certains concepts. Donc, un bel exemple de ça, qui vient d'une étude récente de Binder, c'est une analyse de 535 mots selon 65 traits sémantiques différents. Donc, ça a été fait à l'aide d'un sondage en ligne. Et ça permet de faire une espèce de constellation des traits sémantiques pour différents mots courants et familiers. Donc, on voit, par exemple, au niveau des objets dans le haut, les instruments de musique ont beaucoup de traits qui sont auditifs. Au niveau des plantes, pas du tout. Au niveau des animaux, on en a certains. Et au niveau des actions, on a beaucoup de traits qui sont reliés aux parties du corps, par exemple. Les actions qui sont davantage sociales, elles, ont des traits plutôt émotionnels, communicationnels. Donc, on voit que pour différents types de concepts, il y a différents ensembles de traits sémantiques qui sont importants. Donc, cette idée-là que les traits sémantiques sont rattachés aux modalités sensorielles et aux concepts moteurs, ça peut se résumer par ce qu'on appelle la cognition incarnée. Donc, ce serait une hypothèse selon laquelle les processus cognitifs de toutes sortes, que ce soit par rapport au langage, par rapport au traitement visuel, ils seraient ancrés dans la perception et dans l'action. Donc, les aires cérébrales qui nous permettent de percevoir et d'interagir avec l'environnement, ce seraient les mêmes aires qui nous permettraient de conceptualiser l'environnement aussi. Un modèle qui a été proposé de la mémoire sémantique qui est cohérent en fait avec l'idée de la cognition incarnée, c'est le modèle Hub and Spoke, qui a été proposé entre autres par Rogers, Patterson et d'autres équipes à Cambridge. Donc, c'est un modèle qui propose que les traits sémantiques sont représentés dans des régions spécifiques, donc des régions sensorielles motrices, mais qui a également une aire d'intégration sémantique ou un hub qui est responsable de l'intégration de l'ensemble de ces traits-là en des concepts cohérents. Donc, chaque modalité sensorielle motrice sont interreliées, mais elles sont toutes reliées au hub également. La notion qu'il y ait différentes modalités sensorielles qui participent au traitement sémantique fait largement consensus, mais la nécessité d'avoir un hub et aussi la localisation précise du hub est encore très, très controversée. Par contre, ce modèle-là, le modèle Hub and Spoke, s'appuie beaucoup sur des données cliniques ou des données issues des troubles acquis du langage. Et c'est la raison pour laquelle l'aire d'intégration sémantique est reliée dans le lobe temporal antérieur. Donc,
le lien avec les populations cliniques et les troubles de l'acquisition du langage, c'est par le biais de la variante sémantique de l'aphasie primaire progressive. Donc, je vais étudier l'abréviation VSAPP pour le reste de la présentation. Elle est aussi appelée démence sémantique. C'est une forme rare de dégénérescence lobaire frontotemporale qui entraîne une atteinte sévère de la mémoire sémantique, alors que les autres aspects de la cognition, eux, sont relativement bien préservés. Et vous allez voir rapidement un peu le lien avec le modèle du hub and spoke. Donc, si vous regardez ici, sur la droite, vous avez les aires, en fait, d'atrophie maximale dans la variante sémantique de l'APP, qui sont vraiment localisées au niveau du pôle temporal, donc la région temporale antérieure, puis qui s'étendent un peu en latéral postérieur dans le lobe temporal. Donc, la variante sémantique, c'est une de 3 variantes d'APP. Je ne vais pas parler en détail des autres variantes dans la présentation, mais c'est juste un diapo rapidement pour dire que les 3 variantes ont des profils neuroanatomiques distincts, puis également des profils langagiers distincts. Dans la majorité des cas, il y a certains chevauchements, mais dans l'ensemble, c'est 3 variantes qui sont bien distinguées. Donc, si on revient spécifiquement sur la variante sémantique, c'est un trouble, en fait, qui entraîne des difficultés sévères au niveau de la compréhension des mots isolés, des difficultés marquées à trouver ces mots en conversation et à nommer des objets, par exemple, dans des tâches de dénomination. Et c'est aussi un trouble qui est généralisé au niveau de toutes les modalités. Donc, ça concerne le traitement des mots, bien sûr, mais ça va aussi concerner le traitement des images, des objets réels, et ça peut aller là, de la vision ou à l'audition, identifier quel bruit un animal fait, quel est le goût d'un aliment, etc. Donc, l'atteinte de la mémoire sémantique, elle est sévère et elle progresse de manière à ce que les concepts deviennent, disons, les concepts typiques prennent de plus en plus de place. Donc, si on voit ici un suivi longitudinal d'un patient qui devait nommer un certain nombre d'oiseaux, au départ, il y en a plusieurs qui sont bien nommés, mais rapidement, l'item canard, qui doit être plus typique, ressort plus souvent pour plusieurs autres éléments de la liste. Un suivi postérieur, donc là, c'est le terme vraiment générique oiseau qui est utilisé. Puis, encore un peu plus tard, là, il y a une désintégration plus marquée des concepts. Donc, il y a d'autres animaux qui commencent à être introduits dans la liste. Et au dernier temps de mesure, ben, là, il y a des éléments qui sont vraiment extérieurs. Par exemple, un véhicule ou même dire que le pingouin, c'est une partie d'un autre animal. Le problème se manifeste aussi dans des tâches qui ne nécessitent pas de réponse verbale, donc qui ne nécessitent pas la production de mots, en copie ou avec délai, en fait. Donc, copier un dessin avec un délai. Il y a des erreurs qui se produisent, puis on remarque que les patients ont tendance à ajouter des traits pour rendre l'image plus typique, donc rajouter 2 autres pattes à un canard, ou encore à enlever des traits s'il y a quelque chose qui rendait l'animal plus atypique, donc enlever la bosse du chameau, par exemple. Néanmoins, donc, il y a une atteinte qui est assez généralisée, mais il y a quand même certaines catégories de concepts qui seraient bien préservées. Celles qui ont été rapportées le plus souvent dans la littérature, c'est les chiffres, les parties du corps et également les actions. Donc, aujourd'hui, on va porter beaucoup d'attention sur le traitement des actions comparativement au traitement des objets chez cette population-là. Donc, la meilleure performance pour les actions comparativement aux objets a été rapportée dans plusieurs études déjà, mais pas dans toutes. Donc, il y a eu certains résultats mixtes ou des résultats négatifs qui n'ont pas trouvé de différence. Si on s'attarde un peu aux caractéristiques des différentes études, on peut se demander si c'est lié à la tâche ou à la modalité d'évaluation. Donc, les tâches, les études plutôt qui utilisaient les tâches qui nécessitent la production de mots, comme la dénomination, dans plusieurs cas, on n'a pas trouvé de différence. Même chose pour l'étude de Pulver-Muller qui utilisait la décision lexicale.
Donc, c'est une étude qui n'a pas nécessairement mis en évidence de distinction entre les objets et les actions, mais par contre, ils ont mis en évidence des différences entre différentes catégories d'actions. Une autre question qui se pose, c'est liée à l'hétérogénéité des patients. Donc, c'est, comme je le disais, un trouble qui est rare. La plupart des études sont faites avec des petits groupes de participants. Puis, au moment où on recrute les patients, ils sont à différents moments de l'évolution de la maladie. On n'a pas nécessairement un moyen clair d'établir le début de la maladie, le niveau de sévérité auquel ils sont rendus. Donc, ça fait en sorte qu'on a des groupes qui sont souvent très variés, très hétérogènes. Donc, l'objectif de la première étude que je vais vous présenter, c'était de caractériser le traitement des objets et des actions dans la variante sémantique de l'aphasie primaire progressive en tenant compte des tâches qui sont utilisées dans l'évaluation de ces deux types de concepts-là et aussi de la variabilité interindividuelle des patients. Les résultats ont été publiés récemment, donc si vous voulez plus de détails, ça va me faire aussi plaisir de répondre aux questions à la fin. Donc, les participants, c'était 10 participants avec la variante sémantique de l'APP et 17 contrôles. Les participants étaient appariés pour l'âge et le nombre d'années de scolarité et ils ont été recrutés au CHU de Québec et ici même au Centre de recherche de l'Institut de gériatrie à travers des collaborations à l'époque. Donc, les tests qui ont été utilisés pour étudier les deux catégories de concepts et également les deux types de tâches sont illustrés ici. Donc, il y avait deux tâches de dénomination et deux tâches d'appariement d'image. Pour la dénomination, donc, on a ciblé bien sûr le concept des objets à travers la tâche du test de dénomination de Québec avec 60 items. Donc, c'est des items, des dessins au trait qui ont été colorisés par la suite. Pour la catégorie des actions, on avait une tâche de dénomination de vidéos d'action. Donc, c'était des courts vidéos de 5 secondes qui montraient une personne en train de réaliser une action. Pour l'appariement des images, on a utilisé la tâche du Pyramids and Palm Trees Test. Donc, vous avez ici l'item qui a donné le nom au test. On demande aux participants de faire un appariement entre une des deux images du bas et l'image du haut en fonction de celle qui est la plus reliée au plan sémantique. Donc, on s'attend ici à ce que le participant choisisse le palmier. Et on a utilisé pour les actions le Kissing and Dancing Test qui a été développé à partir du Pyramids and Palm Trees, un peu sur le même principe. Et dans ce cas-là, on est censé associer le couple qui danse avec le couple qui s'embrasse. Donc, au niveau des résultats, sans trop de surprises, il y avait des différences entre les participants avec la variante sémantique de l'APP qui sont sur la gauche et les contrôles qui sont sur la droite. Donc, vous avez en bleu la tâche de dénomination d'objets, en vert la tâche de dénomination de verbes, en espèce de beige la tâche d'appariement d'images d'objets et en mauve les appariements d'images d'action. Donc, comme je le disais, sans trop de surprise, pour l'ensemble des tâches, il y avait une différence qui était significative entre les patients et les contrôles. Par contre, au niveau des patients, en prenant les scores bruts qui ont été ramenés sur 100, il n'y avait pas de différence entre les concepts d'objets, la dénomination des objets et la dénomination des actions, et pas de différence non plus entre l'appariement des objets et l'appariement des actions. Par contre, si on normalise les résultats pour tenir compte de l'écart à la moyenne du groupe contrôle, à ce moment-là, il y a une différence significative qui émerge entre la dénomination des objets et la dénomination des actions, et également entre l'appariement des objets et l'appariement des actions. L'autre différence qui était intéressante, c'est que les tâches de dénomination étaient plus difficiles que les tâches d'appariement pour les deux catégories, donc autant pour les objets que pour les actions. Donc ça, c'est ce qu'on observait au niveau du groupe, mais je m'intéressais aussi à ce qui se passait au niveau individuel parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les participants. Donc, pour aller regarder les résultats individuels d'un peu plus près, j'ai utilisé une analyse bayésienne de différence entre deux tests. Donc, j'ai mis la référence ici. Et dans le papier, il y a un tutoriel complet avec un exemple qui permet de
reproduire l'analyse. Donc, c'est vraiment, je vous invite à le consulter si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est une analyse qui permet de déterminer le pourcentage de contrôle qui aurait une différence plus extrême que le participant, dans ce cas-là, notre participant VSAPP, entre les deux mêmes tests. Donc, si on veut comparer, par exemple, la dénomination d'action à la dénomination d'objet, ça nous donne un estimé du nombre ou du pourcentage de contrôle qui se différencierait autant entre ces deux tests qu'un participant VSAPP. Et l'analyse bayésienne permet aussi d'obtenir un intervalle de crédibilité. Donc, ce n'est pas un intervalle de confiance. Dans ce cas-là, c'est un intervalle de crédibilité. Puis la manière dont ça s'interprète, c'est que pour un intervalle de crédibilité de 95 %, il y a une probabilité de 95 % que le vrai niveau de différence entre les deux tests pour le participant en question se retrouve à l'intérieur d'un intervalle. Donc, c'est plus intéressant d'un point de vue clinique, puis aussi probablement d'un point de vue de recherche qu'un intervalle de confiance dans une méthode statistique standard qui permet de dire que si on répétait la même expérience plusieurs fois, notre paramètre d'estimé et notre valeur P se retrouveraient à 95 % dans l'intervalle. Pour ce qui est de faire de la généralisation, pour comprendre le patron de performance d'un patient, c'est moins intéressant. Donc, je vous présente les résultats comme ils sont dans l'article, mais rassurez-vous, je trouve que c'est un peu lourd. Puis, comme on passe tous beaucoup de temps sur Zoom, je vais essayer de garder ça un peu plus léger pour aujourd'hui. Donc, j'ai résumé les résultats individuels principaux dans ce graphique-là. En vert pâle, vous avez les résultats pour lesquels la différence allait dans le sens attendu, mais pour lesquels la différence n'était pas significative. En vert foncé, c'est les cas où la différence était significative, donc par exemple dans la dénomination des objets et des actions. En gris, c'est un cas où la performance était en fait identique. Donc, si on prend les deux scores Z, il y avait une différence seulement à la 3e décimale. Donc, vraiment, pour cette personne-là, une performance qui est pratiquement équivalente à tout point de vue. Et dans l'espèce de orange, c'est les différences qui n'allaient pas dans le sens attendu, mais aucune de ces différences-là était significative. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des tendances qui montrent que les objets sont plus difficiles que les actions et que les tâches d'appariement sont plus faciles que les tâches de dénomination, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même de l'hétérogénéité, puis c'est pas non plus du tout ou rien. Donc, c'est un peu la conclusion générale. Quand on regarde au niveau du groupe, on voit que les actions sont mieux préservées que les objets. La différence, par contre, est plus facile à mettre en évidence quand on utilise une tâche non verbale, donc une tâche qui ne nécessite pas de produire un mot à l'oral. C'est peut-être lié au fait que si on demande une production orale, c'est une tâche qui est compliquée, puis c'est un processus en fait qui va empêcher de voir qu'une des deux catégories est mieux préservée parce qu'il va y avoir une espèce de goulot d'étranglement, puis même si une catégorie est mieux préservée, le processus final de produire le mot va empêcher de démontrer ça. Et comme je le disais, c'est vraiment pas du tout ou rien, donc il y a quand même une bonne hétérogénéité entre les différents participants. Un modèle ou une extension du modèle Hub-and-Spoke qui permet un peu d'expliquer les résultats, c'est celle qui a été proposée par Pulver-Muller en 2009. Donc, comme je le mentionnais un peu au début, ils n'ont pas démontré de différence générale entre les objets et les actions dans une tâche de décision lexicale, mais il y avait quand même trouvé des différences entre différents types de mots d'action. Donc, vous voyez, ici en haut, ce serait le modèle général de production orale des mots avec la connexion au système sémantique. Puis, vous avez, comme en filigrane, pour différents types de concepts, vous avez encore la représentation des aires cérébrales qui sont responsables pour la production des mots, puis différents types de concepts sémantiques spécifiques. Donc, ce qui pourrait se passer dans la variante sémantique de l'APP, c'est que les aires qui sont responsables de la production orale des mots vont rapidement être atteintes par la propagation de l'atrophie. Puis,
c'est aussi important de rappeler que le manque du mot, c'est un des éléments de présentation, donc c'est un des premiers symptômes, puis c'est aussi une des plaintes principales très tôt dans la maladie. Un autre élément qui permettra un peu d'expliquer les résultats, c'est le fait que les traits moteurs sont plus éloignés de la zone maximale d'atrophie que les traits, par exemple, pour la couleur ou les traits pour la forme, qui décrivent davantage les objets. Donc, pour les traits moteurs, ils seraient situés à différents gradients, à différentes distances de l'aire d'atrophie maximale. Et dans leur étude, dans l'étude de Pulvermuller, ils avaient trouvé une atteinte plus marquée pour les actions qui demandaient, donc qui étaient liées au visage, comparativement aux actions qui étaient reliées aux bras et aux actions qui étaient reliées aux jambes. Donc, ce serait une idée que, comme ces traits-là sémantiques sont à distance de l'aire d'atrophie maximale, ils seraient davantage préservés. Donc, il semble que les actions, ça reste une force relative dans le portrait de la variante sémantique de l'APP, et ça, malgré le fait que c'est une atteinte sémantique sévère et assez généralisée. Il pourrait y avoir des applications pour le diagnostic différentiel. Donc, il y a déjà des études qui ont montré que dans les tâches verbales, donc une tâche de dénomination orale, comme celle que je vous ai présentée, mais aussi à l'écrit, on voit le profil inverse dans la variante non fluente de l'APP. Donc, une atteinte plus marquée pour les actions que pour les objets. Et pour cette variante-là, ça s'expliquerait davantage par des problèmes grammaticaux et syntaxiques, mais je ne vais pas vraiment entrer là-dedans. Si jamais vous voulez en parler dans la période de questions, ça va me faire plaisir. Par contre, dans la variante logopénique de l'APP, il n'y aurait pas de différence observable entre les objets et les actions dans les tâches davantage verbales, donc dénomination orale ou écrite. Pour ce qui est des tâches non verbales, donc les tâches d'appariement d'image, dans ce cas-là, dans la variante non fluente à grammatique, la performance est pratiquement parfaite, donc plafond, pour les deux catégories. Donc, ce serait vraiment un élément qui pourrait éventuellement permettre de distinguer davantage les personnes avec la variante non fluente à grammatique des personnes qui ont la variante sémantique. Donc, on a regardé un peu ce qui se passe quand des patients ont une atteinte du hub sémantique qui serait localisé selon certains modèles dans le lobe temporel antérieur, mais on peut se demander ce qui se passe dans une atteinte d'un système sensoriel moteur spécifique. Et pour les actions, mais le système moteur est particulièrement important, donc on peut se demander ce qui se passe dans la maladie de Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson, c'est un profil clinique qui est caractérisé principalement par des symptômes moteurs, donc le tremblement, la rigidité et la bradykinésie ou la lenteur des mouvements. Mais c'est davantage reconnu et c'est maintenant bien établi qu'il y a beaucoup de symptômes non moteurs. Donc, ça inclut des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur et des difficultés cognitives qui concernent la majorité des patients et non pas une petite minorité comme c'était pensé auparavant. Et parmi les difficultés cognitives, il y a également des difficultés de langage. Je vais faire un cours historique des difficultés lexicales, sémantiques, donc les difficultés à trouver les mots et comprendre les mots, puis aussi à comprendre, identifier les concepts. Donc, dans les années 90, on pensait que c'était seulement causé par le trouble exécutif, donc c'était simplement la conséquence d'un trouble exécutif, il n'y avait rien de vraiment langagier ou sémantique là-dedans. Puis, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2004. Puis, dans cette méta-analyse-là, on montrait que la fluence sémantique était plus atteinte que la fluence phonologique. Donc ça a commencé à jeter un certain doute parce que la fluence phonologique, normalement, est censée être plus demandante au plan exécutif que la fluence sémantique, mais pourtant, on voyait que dans les faits, la performance était plus atteinte pour la fluence sémantique. Un peu plus tard, Williams-Gray et collègues, dans l'étude de Campaign, ont montré que l'atteinte de la fluence sémantique était un prédicteur de démence dans la maladie de Parkinson. Donc, c'était une de deux mesures qui permettaient d'identifier des atteintes, des atrophies corticales plus postérieures. Puis, c'était ces types d'atrophies-là qui étaient prédictives d'un déclin cognitif plus prononcé.
Et finalement, plus récemment, en 2015, il y a des chercheurs qui ont proposé qu'il y avait des déficits purement sémantiques et que ces déficits-là apparaissaient très, très tôt dans la maladie, donc qui étaient distincts des déficits exécutifs. Donc, ces déficits spécifiques ou purement sémantiques qui ont été identifiés, c'est des déficits qui concernent la catégorie des actions. Ça avait déjà été rapporté plusieurs fois auparavant, donc assez tôt, à la fin des années 90, influence verbale, également en dénomination et dans des tâches de génération de mots. Mais c'est plus tard, c'est vraiment l'équipe de Boccanegra qui a décidé ou qui a conclu de manière plus spécifique ou plus tranchée que le déficit était distinct d'un problème exécutif. Et cette atteinte-là pour les mots d'action serait compatible avec la vision de la commission incarnée, donc que les concepts sont dépendants des aires sensorimotrices qui leur sont reliées. Donc, dans un trouble moteur, c'est normal que les concepts d'action soient atteints parce qu'ils dépendent des zones motrices. Donc, quel rôle ça vient jouer dans l'évaluation de la cognition dans la maladie de Parkinson? Pour le moment, pas grand-chose, pas un très grand rôle. Donc, il y a des recommandations pour l'identification du trouble cognitif léger qui ont été publiées par un groupe de travail de la Movement Disorder Society en 2012. Et les recommandations conseillent d'évaluer 5 domaines de la cognition, incluant le langage, mais en pratique, dans les études, le langage n'est pas toujours évalué. Et les tests qui sont recommandés par MDS pour l'évaluation du langage ne correspondent pas vraiment à ce qui est trouvé dans la littérature qui porte spécifiquement sur le langage dans la maladie de Parkinson. Donc, il y a comme un décalage entre les recommandations et la recherche plus spécialisée. Donc, le MDS recommande la dénomination avec le Boston Learning Test et le vocabulaire de la Wechsler, tandis que la littérature plus spécialisée mettrait l'accent davantage sur les mots d'action, bien sûr, puis aussi sur la compréhension des phrases complexes. Donc, c'est un peu l'état où on en est par rapport au langage. Puis, de manière plus générale, il y a toujours une recherche de moyens pour optimiser l'évaluation cognitive. Donc, il y a toujours une recherche de tâches qui soient sensibles, qui soient aussi assez rapides et faciles à administrer pour arriver à avoir des batteries qui soient complètes, mais qui soient aussi réalistes en clinique. Donc, l'objectif de cette étude-là, c'était de caractériser le profil personnel, cognitif, moteur et neurologique des patients qui ont une maladie de Parkinson et un déficit de traitement des actions. Et l'objectif un peu secondaire, c'était de déterminer si une tâche de traitement des actions pourrait apporter une contribution significative ou importante à l'évaluation de la cognition en général dans la maladie de Parkinson. Donc, les participants étaient 48 participants avec la maladie de Parkinson, 34 hommes et 14 femmes, et 35 participants contrôle, 16 hommes, 19 femmes. C'est des participants qui ont été recrutés à l'Université de Calgary au Hutchinson Institute. Au niveau des tests, donc, il y avait 3 tests de fluence verbale. Donc, le test de fluence verbale pour les actions, qui demande en gros aux participants de dire le plus grand nombre de mots auxquels ils peuvent penser qui décrivent des choses que les gens font. Donc, c'est things that people do en anglais. Donc, c'est un test qui emploie à peu près la même procédure que les catégories ou les types plus connus de fluence verbale. Donc, nommer le plus grand nombre de mots qu'on peut en 1 minute en respectant une consigne de catégorie. Et c'est la tâche qui a été utilisée pour identifier la présence d'un trouble ou d'un problème de traitement des actions chez les patients. Donc, les patients qui avaient une performance qui était au moins à moins 1,25 type de la norme ont été identifiés. Donc, moins 1,25 type, ça correspond à un déficit léger. Les participants ont aussi complété la fluence verbale pour les lettres et la fluence verbale pour les animaux. Donc, ça permettait d'avoir un contrôle sur une variante plus exécutive de la tâche, puis un contrôle sur une variante qui touche davantage les objets. Donc, les animaux, on considère généralement que ça fait partie des objets. Puis, ça permettait de faire ça avec 3 tâches qui s'administrent très rapidement pour permettre aussi d'avoir une batterie d'évaluation plus complète à l'entour de tout ça.
Donc, les participants ont complété aussi le MOCA, des tests dans 5 domaines de la cognition avec 2 tests par domaine. Donc, pour le langage, il y avait 2 tests qui étaient différents des tests de fluence qui ont été inclus. Il y avait également des mesures sociodémographiques, des mesures liées à la maladie de Parkinson, donc la dose de L-DOPA, la sévérité des symptômes moteurs, la durée de la maladie et de la neuroimagerie fonctionnelle. Donc, au niveau de la neuroimagerie, c'était de l'IRM-F avec la tâche de Wisconsin. Donc, vous avez une illustration sur la droite. La tâche demande aux participants d'apparier une carte qui est en bas avec un des 4 modèles qui est en haut. Et l'appariement peut se faire sur la base de la couleur, de la forme ou du nombre d'items sur la carte. Et au départ, le patient doit y aller un peu par essai et erreur pour apprendre la règle. Puis, en se servant du feedback qui lui est donné, mais il peut apprendre la règle puis la maintenir pour un certain nombre d'essais. À un moment donné, la règle change sans qu'on avertisse le participant, puis il doit réapprendre ou apprendre une nouvelle règle. Donc, la partie du test où l'élément qui nous intéressait plus dans la tâche du Wisconsin, c'était la partie où les participants doivent planifier un changement de règle. Donc, après avoir reçu un feedback négatif, se préparer à essayer une nouvelle possibilité, donc une nouvelle méthode d'appariement. Et de manière assez intéressante, la performance dans la version clinique de cette tâche-là a déjà été associée à la performance dans la fluence verbale des actions dans une des premières études qui a utilisé cette tâche-là chez les personnes qui ont le Parkinson et des contrôles. Donc, au niveau des résultats, un premier élément qui était un peu surprenant, c'est que tous les participants avec la maladie de Parkinson qui avaient un déficit léger pour la fluence verbale des actions étaient tous des hommes. Donc, si on regarde les proportions pour les hommes et les femmes, ça fait 15 hommes sur 34, 0 femmes sur 14. C'était une différence de proportion qui était significative. Donc, pour les analyses suivantes, les analyses se sont concentrées plus spécifiquement sur les sujets masculins parce qu'il n'y avait pas de moyen de contrôler pour l'effet du sexe au niveau des normes qui étaient disponibles pour la tâche, puis aussi parce que la différence était suffisamment importante pour penser qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller voir de ce côté-là. Donc, au niveau des caractéristiques personnelles, les participants avec la maladie de Parkinson et une pauvre performance, qui sont ici sur la gauche, étaient plus vieux que les personnes avec une bonne performance, donc que les patients à Parkinson avec une bonne performance. Puis, les participants à Parkinson avec une bonne performance étaient plus jeunes que les contrôles. Au niveau de l'éducation, il n'y avait pas de différence. Puis au niveau des différentes variables qui ont rapport avec la maladie, donc par exemple la durée de la maladie, la dose de L-DOPA ou la sévérité des symptômes moteurs avec l'UPDRS, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Juste un point que j'ai oublié. Je vois qu'il y a des questions. OK. Donc, au niveau des corrélations, il y avait une corrélation significative et négative avec l'âge et il y avait également une corrélation négative, mais qui s'approchait du niveau de significativité sans être significative avec la sévérité des symptômes moteurs. Pour ce qui est des résultats au niveau des tâches cognitives, les participants qui avaient un trouble dans la fluence des actions avaient un score plus bas au MOCA que les personnes qui n'avaient pas de déficit, donc les personnes Parkinson sans déficit. Sans surprise, bien sûr, le score dans la fluence des actions était plus bas que pour les 2 autres groupes, donc c'est attendu parce qu'on les avait sélectionnés pour ça. Mais il y avait également une différence significative au niveau de la fluence pour les lettres, donc les 3 lettres FAS. Encore au niveau de la comparaison entre les groupes, il y avait une différence au niveau des fonctions exécutives et une différence au niveau des mesures comportementales du Wisconsin. Donc, le temps de réponse pour apparier les cartes était plus élevé chez les personnes avec un déficit
et le nombre de règles complétées dans une session de la tâche d'IRM était plus bas pour les personnes avec un déficit d'influence d'action que pour les deux autres groupes. Pour ce qui est des comparaisons à l'intérieur du groupe de personnes qui avaient la maladie de Parkinson et un déficit dans la tâche de fluence, il y avait une différence significative entre les actions et les animaux, et également entre les lettres et les animaux, mais il n'y avait pas de différence entre les actions et les lettres. J'ai regardé un peu aussi les résultats individuels, mais de manière moins détaillée, bien sûr, que dans l'étude précédente. Donc, pour ce qui est des personnes qui avaient des déficits légers dans les différentes tâches de fluence, comme on l'a dit, en action, c'était 15 participants sur les 34 avec la maladie de Parkinson. Pour les lettres, seulement 8 sur 34, et pour les animaux, il n'y en avait aucun. Et la différence entre la proportion de patients qui avaient un problème avec la fluence d'action et de patients avec un problème qui ont un problème avec la fluence par lettre était significative. Au niveau de l'imagerie, je vous montre maintenant le contraste entre les patients avec la maladie de Parkinson qui avaient une performance normale par rapport aux personnes qui ont un déficit. Donc, les activations qui étaient plus fortes chez les patients avec une performance normale. Donc, on remarque des activations au niveau du lobe frontal inférieur, également les régions orbitofrontales, différentes régions du lobe temporal, le lobe temporal médian, le lobe temporal supérieur, et également des activations au niveau des ganglions de la base, donc au niveau de l'amygdale, du thalamus et du pallidum, donc plus des régions sous-corticales. Pour ce qui est de la différence entre les contrôles et les participants qui avaient la maladie de Parkinson, il y a un déficit dans les actions. On a des différences qui sont au niveau également encore du lobe temporal. Donc, le lobe temporal médian, encore une fois, et le lobe temporal supérieur. Dans ce cas-là, les différences étaient plutôt postérieures, situées un peu plus en postérieur que dans la comparaison avec les participants Parkinson et une performance normale. Également, des différences dans les régions plus hippocampiques. Et pour les structures sous-corticales, il y avait des activations différentes au niveau de l'amygdale, du thalamus et du noyau accumbens, du pallidum et du putamen qu'on voit ici. Donc, en discussion, notre test de fluence verbale pour les actions, qui est un test assez court, facile à administrer, prend 1 minute, a permis de distinguer 2 groupes de patients avec la maladie de Parkinson. En plus d'avoir distingué un sous-groupe qui se caractérisait par des différences au niveau du sexe. Je n'aurai pas le temps d'entrer là-dedans dans la présentation, mais il y a un article récent qui a été publié par une équipe de chercheurs en Italie qui fait un état de la question sur l'influence du sexe dans les maladies dégénératives, puis je vous le recommande vraiment fortement, c'est super intéressant. On avait également des différences au niveau de l'âge, donc les personnes qui avaient un déficit dans les actions étaient plus âgées que les personnes qui ont la maladie de Parkinson et qui n'ont pas de déficit. On avait également un score de cognition globale plus bas, une moins bonne performance au niveau des fonctions exécutives et des différences au niveau des activités frontales, sous-corticales et temporales. Le portrait qui était comme défini par les 2 autres tâches de fluence était vraiment différent. Donc, il semble que la fluence pour les actions a une contribution assez différente des 2 autres tâches de fluence, même si, à première vue, ça se ressemble beaucoup. Donc, pour ce qui est de la différence au niveau de l'âge, les participants avec la maladie de Parkinson et un déficit étaient plus vieux que les participants avec une performance normale, et les participants avec une performance normale étaient plus jeunes que les contrôles. Il y avait une corrélation négative avec l'âge dans le groupe de la maladie de Parkinson spécifiquement. Et cette modification ou cet effet de l'âge-là pourrait s'expliquer par une modification au niveau de la connectivité et de la topologie des hubs. Donc, c'est
une théorie ou une hypothèse qui est en train d'émerger pour expliquer différents effets d'âge dans le vieillissement normal et les maladies dégénératives. Je vais y revenir dans quelques diapos. Un élément qui était un peu moins en lien avec la cognition incarnée, c'était l'absence de lien avec les symptômes moteurs. Donc, on n'a pas été capable de vraiment mettre en évidence des différences au niveau des mesures cliniques de la maladie de Parkinson, donc soit au niveau de la durée de la maladie, de la dose de L-Dopa ou des symptômes moteurs. La seule corrélation qui s'approchait de la significativité, c'était avec l'UPDRS-3, donc la mesure de sévérité des symptômes moteurs. Mais le test, l'UPDRS-3, demande aux participants de faire des gestes qui ne sont pas significatifs. Donc, ce n'est pas des gestes qu'on fait dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, puis c'est des gestes rapides, alternés. C'est ça, qui ne représentent pas vraiment des actions. Par contre, c'est possible que si on avait utilisé une mesure qui implique des gestes qui ont plus de sens ou qui sont plus orientés par un but, on aurait pu montrer une différence puis des corrélations. Par exemple, il y a déjà eu des corrélations qui ont été montrées avec le Groove Pegboard Test et l'affluence pour les actions. Donc, c'est une tâche où on doit aller déposer des petits bouts de bois dans une planche avec des trous. Donc, c'est plus orienté par un but que ce qu'on mesure avec le PDRS. Ça serait en lien un peu avec les idées que les concepts d'action devraient être mis en lien avec des programmes neuromoteurs plus qu'avec les commandes neuromusculaires de base. Donc, on va pouvoir y revenir, mais les zones sensorimotrices de base ne seraient pas nécessairement celles qui seraient impliquées dans la représentation des actions. Un élément aussi qui était peut-être un peu surprenant, c'était l'absence de lien avec la performance dans le langage. Donc, il n'y avait pas de lien entre la performance en influence d'action et le domaine du langage, et il n'y avait pas de différence entre les groupes. Donc, les tâches qui étaient utilisées pour le domaine du langage, c'était le Boston Naming Test, comme recommandé par le groupe de Movement Disorder, puis la compréhension de phrases, qui, pour une idée de convenance, c'était un test qui est généralement utilisé en langage développemental, mais qui a été beaucoup utilisé aussi dans les maladies dégénératives qui avaient été utilisées. C'est possible que ces tests-là manquent de sensibilité aux difficultés des patients avec l'AMP. Puis, comme on en a déjà discuté, le Boston Naming, c'est un test qui ne va pas aller chercher nécessairement les actions. C'est un test qui n'est pas nécessairement aussi approprié pour différentes raisons au niveau des normes et de l'accord de nom, là, dans le fond, le nom qui est donné à chaque item. Donc, il y aurait pu avoir des améliorations faites au niveau des mesures générales de langage. Par contre, on a observé des liens qu'on pourrait dire un peu indirects. Donc, au niveau des contrastes en imagerie, il y avait quand même une forte latéralisation des contrastes qui étaient à gauche. Donc, à chaque fois qu'on contrastait les personnes avec une bonne performance, soit les participants à Parkinson ou les contrôles, les aires avec de l'activité plus importante qui étaient latéralisées à gauche. Puis, un autre lien plutôt indirect, c'était le fait qu'on a trouvé seulement des déficits chez les hommes, puis on sait que ça a été rapporté plusieurs fois que les femmes ont une meilleure performance que les hommes dans le domaine du langage. Pour ce qui est des liens avec les fonctions exécutives, on a vu des liens avec les tests cognitifs, les mesures comportementales du Wisconsin et aussi au niveau de l'imagerie, donc des changements au niveau des aires frontostriatales. C'est cohérent avec les résultats d'une étude assez récente qui a montré qu'il y avait une superposition dans les aires qui sont impliquées dans le contrôle sémantique en bleu et donc, c'est des aires qui sont mises en évidence quand on demande aux participants d'apparier des concepts dans une condition qui est difficile. Donc, quand les concepts sont assez éloignés, puis il faut aller chercher le lien un peu loin dans sa cognition sémantique. Et les aires qui sont responsables du traitement des actions. Donc, cette étude-là a conclu que les actions dépendraient d'un traitement exécutif, moteur et sémantique, donc qui pourrait mettre en jeu, en fait, plusieurs réseaux spécialisés. Donc, ça me ramène à l'hypothèse des hubs dont je vous ai parlé pour expliquer l'effet de l'âge. Donc, les hubs, ce seraient des régions qui sont impliquées dans le traitement d'informations qui est hautement intégré, qui jouerait un rôle important dans les réseaux neuronaux, donc qui serait
comme on dit, c'est ça, des hubs, donc des centres d'attraction ou des centres d'intégration importants. Au niveau du vieillissement, il y aurait des changements dans le fonctionnement et dans la topologie des réseaux, donc des changements dans les aires qui jouent le rôle de hub et dans leur interaction avec d'autres aires corticales. Puis, il y aurait également des changements au niveau de la coopération entre les réseaux et cette coopération-là serait assurée par les ganglions de la base. Dans le vieillissement, dans certaines circonstances, les ganglions de la base pourraient avoir une fonction qui est augmentée. Puis ça, ce serait en lien avec une meilleure préservation des fonctions motrices et cognitives. Dans la maladie de Parkinson, bien sûr, la compensation par les ganglions de la base n'est pas possible, mais il y aurait chez certains patients le moyen de recruter d'autres aires cérébrales pour accomplir un peu le même rôle, donc des aires plus postérieures dans ce cas-là. De manière assez intéressante, il y a une étude récente de Nagano Saito et collègues, donc dans le lab de Urimonchi aussi, qui a montré que cette compensation-là par les aires postérieures pourrait être faite plus efficacement par les patients jeunes, comparativement aux patients plus vieux, et chez les femmes par rapport aux hommes. Donc, c'est cohérent avec le portrait qui semble se dégager aussi de notre différence au niveau de l'affluence des actions. En guise de conclusion, j'avais dit que je parlerais un peu de l'implication pour les modèles de la mémoire sémantique. Le modèle Hub and Spoke est assez adéquat pour les objets, mais il manque encore beaucoup d'informations ou beaucoup de descriptions pour ce qui est du traitement des actions. Je vous ai mis un peu la version mise à jour du modèle Hub and Spoke. On voit qu'il y a eu plus d'accent qui a été mis sur les concepts qui sont, ou les traits qui sont importants pour les objets, les traits visuels, les traits auditifs, aussi la valence émotionnelle. Mais pour ce qui est des actions, il n'y a pas vraiment d'heures qui sont spécifiées. Puis, je vous ai mis un peu en point d'interrogation les différentes heures qui ont été identifiées dans la littérature comme étant importantes pour le traitement des actions. Donc, il y a plusieurs candidats possibles. Mais ce qui semble se dégager de plus en plus, c'est que ce n'est pas les aires motrices primaires qui seraient responsables, mais c'est plus des aires qui sont liées à la planification ou à l'évaluation du but des actions. Mon message ou mon take-home, ce serait que je souhaiterais vraiment voir plus d'intérêt des chercheurs en langage pour la maladie de Parkinson et aussi plus d'intérêt des chercheurs en Parkinson pour le langage. Ça pourrait vraiment nous permettre de comprendre beaucoup de choses, notamment par rapport au rôle des ganglions de la base. Donc, il y a eu un très bon état de la question qui a été fait par Pulver-Muller en 2018 sur ce qu'on comprend jusqu'à maintenant du traitement des actions puis de leur représentation cérébrale. Puis, il mentionne que c'est très, très probable que les ganglions de la base jouent un rôle très important, mais que pour l'instant, le rôle en question n'est vraiment pas défini. Donc, je place juste une référence ici, la myopie corticocentrique, un ancien biais dans les nouvelles sciences cognitives. Donc, c'est un article très intéressant, qui n'est pas nécessairement récent, mais qui reste assez pertinent, qui a montré qu'il y a dans certains domaines cognitifs et particulièrement dans le domaine du langage, une certaine tendance à ignorer ce qui se passe au niveau des ganglions de la base. Donc, il y a plusieurs études, par exemple, qui vont rapporter des activations, mais qui ne vont pas du tout en parler dans la discussion. Donc, ça ne nous permet pas d'avancer dans notre compréhension du rôle qu'ils pourraient jouer dans le traitement du langage. Donc, ça peut être dans les actions, mais c'est probablement le cas aussi dans beaucoup d'autres aspects langagés. Donc, juste quelques perspectives. J'ai mis des projets en cours astérisques parce que avec le COVID, c'est des projets qui sont suspendus, bien sûr. Donc, il y a un projet en ce moment dans mon lab avec des personnes qui ont la maladie de Parkinson. On complète des tests cognitifs et des tests cliniques de maladie de Parkinson, puis une grosse batterie de langage parce que c'est mon champ d'intérêt. Puis, il y a bien sûr des tests qui vont contraster les actions et les objets. Donc, je les ai listés ici. Puis, les patients font également de la neuroimagerie. Donc, je voulais remercier mes collègues, les étudiants qui ont participé à l'analyse des données et les organismes qui ont financé des projets. Puis, je vais céder la place à Alexandrou pour les questions. Wow, super.
Merci beaucoup Noémie pour cette magnifique présentation et de nous avoir montré, encore une fois, comment les mots changent la fonction de notre cerveau. Cela montre probablement une fois de plus que nous devons accorder plus d'attention aux mots que nous utilisons. Nous allons répondre aux questions maintenant. Veuillez lever la main pour poser la question ou dans le chat, nous avons une question déjà. Donc, professeur Sylvie Belleville demande si tu avais trouvé de l'hyperactivation chez les patients atteints de la maladie de Parkinson et ou les femmes atteintes de la avec maladie de Parkinson, parce qu'ils ont trouvé ça dans les participants avec troubles cognitifs légers. Mm. Oui, la chose que j'ai oublié de mentionner parce que j'ai passé vite, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les participants Parkinson qui avaient une performance normale et les contrôles. Donc, il n'y avait aucune différence au niveau des activations pour les deux groupes. Pour ce qui est des participants qui avaient un déficit par rapport à ceux qui avaient une performance normale, je vous ai montré un peu ce qui se dégageait au niveau des lobes frontaux, lobe temporal, puis les structures sous-corticales. Puis pour ce qui est des participants femmes, je n'ai pas encore fait l'analyse, pour être honnête. Donc, c'est des analyses qui sont toutes fraîches. Mais c'est sûr que ça serait intéressant d'aller voir aussi pour confirmer. Merci. Nous avons une autre question. Professeur Pierre Anville, est-ce que le micro il est activé? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Noémie. Excellente présentation. Je me demandais dans la description des effets sur les mots d'action, tu disais qu'il n'y avait pas une représentation corticale très claire des régions ou des réseaux impliqués. Est-ce que ces études-là font généralement la différence entre les actions transitives et intransitives? Parce que, évidemment, tu parlais au début de ta présentation de aussi la représentation des objets qui était plus fortement liée à la représentation des parties du corps. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'il y a une question ici de la transitivité des actions plutôt liées à l'aspect sensorimoteur, puis des actions intransitives qui seraient peut-être liées à un réseau au cerveau social ou à la cognition sociale? Oui, la plupart, en tout cas les études plus récentes vont faire plus attention au type d'actions qu'ils vont prendre. Donc, ils vont faire attention de prendre justement des vraies actions, donc pas nécessairement des verbes d'état comme rêver, penser, dormir, mais vraiment quelque chose qui implique davantage c'est ça, une activité, un but. Donc, oui, effectivement. Puis même à l'intérieur des groupes d'action, il y a certaines études qui montrent des différences en fonction de à quel point est-ce que l'action, par exemple, va solliciter de manière intense les mains ou les jambes. Donc, même au niveau, à l'intérieur des actions, en utilisant différentes mesures, comme celle que j'ai montrée de Binder, par exemple, là, des mesures plus fines des propriétés sémantiques. Il y a des différences qui sont mises en évidence, mais oui, c'est vrai que c'est important de distinguer les types d'actions entre eux. Merci. Et d'autres questions? J'ai une question, Noémie. Et le résultat de ton étude IRMF, que les hommes ont des défis, c'est intéressant. Est-il possible qu'il existe des liens concernant les différences entre les performances langagières chez les femmes et les hommes? Ou est-ce quelque chose de spécifique à la maladie de Parkinson, car la maladie de Parkinson a une prévalence plus élevée chez les hommes, de ton avis? Oui, non, c'est un bon point, mais je pense qu'il y a peut-être une espèce d'interrelation entre les deux. Il y a peut-être un chevauchement entre les deux, entre le fait effectivement qu'il y a une prévalence plus forte chez les hommes et qu'il y a aussi des différences dans certains domaines de la cognition, par exemple le langage. La différence pour le langage n'est pas spécifique au Parkinson, donc elle se voit, elle a été rapportée en tout cas dans des études chez des sujets normaux âgés, des sujets normaux jeunes, en développement aussi, là, dans les études du développement du langage, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis la référence que je vous ai mise, le groupe italien, le Vegeto 2020, il montre qu'il y aurait des différences dans la morphologie des ganglions de la base, puis dans la réactivité des ganglions de la base qui seraient liés au sexe. Puis là, ça devient assez compliqué, mais il y aurait aussi les hormones qui viendraient interagir avec tout ça.
Donc, ça serait probablement à considérer de plus près dans les études, mais c'est un excellent papier, c'est juste... c'est beaucoup de contenu, puis ils arrivent vraiment bien à montrer comment il y a encore énormément de choses qui restent à comprendre parce que c'est très, très complexe au niveau aussi de la génétique, des hormones, etc. Donc, dès que je comprends, en fait, les résultats, tu as noté que les patients atteints de la maladie de Parkinson, chez ces patients, les modes d'action ont montré une corrélation significative avec les activations fonctionnelles. Donc, intéressant que tu as commencé à répondre à cette question. Penses-tu qu'il est correct de faire un lien entre ce résultat et le fait que la maladie de Parkinson est cliniquement une maladie de déficience motrice? Donc, les mots et la partie clinique presque touchent le réseau moteur. Est-ce que c'est correct de... C'est ça. C'est sûr que ça aurait été préférable d'avoir une tâche qui met carrément en jeu les mots d'action pour aller faire le lien avec l'IRM. Ça aurait été vraiment préférable. Mais peut-être un résultat qui donne plus de confiance sur la spécificité des mots d'action, c'est le fait que pour la catégorie des animaux, donc quand on demande aux participants, au lieu de nommer des actions pendant une minute, on leur demande de nommer des animaux. On avait aucun de nos 34 participants avec la maladie de Parkinson qui avait un déficit léger dans cette tâche-là. C'était pas relié à d'autres éléments du portrait cognitif. Il n'y avait pas de différence entre les groupes au niveau de cette tâche-là. Donc, il y a quand même des choses qui suggèrent assez fortement que oui, effectivement, il y a quelque chose par rapport aux actions. Je l'ai présenté plus du côté cognitif, cognition incarnée avec le lien avec le symptôme moteur. J'en ai parlé rapidement. Il y a aussi des liens syntaxiques, grammaticaux qui ne sont pas non plus à négliger. Ça pourrait aussi jouer un rôle dans la maladie de Parkinson. Mais c'est ça. Quand je dis que les modèles sémantiques ont encore du travail à faire pour rendre compte du traitement des mots d'action, c'est vrai, mais en même temps, c'est clair qu'il y a un très grand défi par rapport à cette catégorie de mots-là. Puis il faut être conscient que ça vient toucher un ensemble d'aspects du langage. OK, wow. Y a-t-il encore des questions? OK, donc probablement ça c'est le fond. Donc merci encore une fois Noémie pour cette présentation merveilleuse. Merci à tous d'être venus virtuellement. Et ceci conclut notre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Bye. beaucoup. Bye.